Maintenant qu'on a contextualisé les choses, ok, donc voilà, pour ceux qui ne suivent pas, ça veut dire qu'il faut aller voir cet épisode-là avant de continuer celui-ci. On va pouvoir expliquer en détail comment Jérôme Kerviel, trader à la Société Générale, a fait perdre à sa banque 5 milliards d'euros en 2008. La majeure partie des traders, et c'est encore plus vrai pour les banques françaises, sortent bien souvent des grandes écoles d'ingénieurs du type Polytechnique, Centrale Paris, Pont et Chaussée, voire d'écoles de commerce prestigieuses comme HEC, l'ESSEC ou le SCP. Jérôme Kerviel n'a pas du tout le même parcours. Il a étudié la finance à la fac, d'abord à Quimper, puis à Nantes, et enfin à Lyon où il a obtenu un DESS, donc l'équivalent d'un master. Et on peut indiquer que la responsable de son DESS a déclaré que s'il était un génie, personne ne l'avait remarqué. Où tu veux en venir là? Kerviel était un débile? Non, évidemment pas. Cela dit, certains ont mis en avant ses origines universitaires modestes pour justifier un genre de complexe d'infériorité par rapport à ses collègues issus des plus prestigieuses écoles françaises. Ah ouais, genre il aurait fraudé pour impressionner tout le monde. C'est ça, mais rien ne prouve que ce soit vrai. Jérôme Kerviel a toujours démenti avoir recherché la gloire, ou même la fortune, il explique avoir été pris dans un espèce d'engrenage comme un joueur accro qui peut plus s'arrêter. On va y revenir. Ok, bon, il sortait pas de Polytechnique, d'accord, mais c'était un génie de l'informatique, genre un geek discret que personne n'a vu venir. Ah oui, parce qu'il a piraté les systèmes informatiques de la banque, c'est ça? Bah oui. Tu peux tout de suite oublier ce mythe, c'est complètement faux. Jérôme Kerviel entre à la Société Générale en 2000 en tant que chargé de middle office. Ça veut dire que son boulot à ce moment-là était essentiellement administratif. Entrer des transactions dans une base de données et vérifier que leur prix correspondait au prix de marché. Un peu comme si je te disais que j'avais vendu ma vieille Citroën Saxo à 5000 € et que toi tu devais vérifier que l'information semble cohérente. Ouais, en l'occurrence là c'est carrément pas cohérent. Face à des tâches aussi répétitives, Jérôme Kerviel a essayé d'en automatiser une grande partie. Pour ce faire, il a appris à écrire des petits programmes qui ressemblent à ça. Ah, je le savais, il a appris à écrire des virus informatiques. Non, pas du tout. Il a juste appris à écrire des macros, des petits programmes qui tournent sous Excel. À première vue, c'est vrai que ça a l'air incroyable, mais en fait ça l'est pas du tout. À peu près n'importe qui peut réussir à le faire. Et en plus de ça, Jérôme Kerviel n'a jamais utilisé ce type de programme pour faire quoi que ce soit d'illégal. Ça n'a rien à voir avec la fraude. Cela dit, ces programmes lui ont permis de sortir de son activité morose de chargé de middle office. Il faut savoir que dans une banque, une grande partie des tâches sont réalisées à partir de feuilles Excel. Du coup, celui qui sait écrire des macros peut très vite se faire remarquer. Après avoir développé des feuilles Excel automatisées pour lui et ses collègues, Jérôme Kerviel s'est mis à faire la même chose pour certains traders. C'est comme ça qu'il a rejoint la salle des marchés de la Société Générale en 2002. Il est devenu assistant trader sur l'activité arbitrage. Wow, trop la classe. Ouais, pas forcément. Le rôle d'un assistant trader n'est pas si éloigné que ça que celui d'un chargé de middle office qui aurait en plus une fonction de secrétaire. Il s'agit en fait de faire un peu tout ce que le trader n'a pas le temps ou envie de faire. Mais le gros avantage de ce poste pour Jérôme Kerviel, c'est le fait d'être dans la salle des marchés, en contact direct avec les traders. Il va pouvoir apprendre le métier en posant des questions, en étant observateur et en écoutant un petit peu aux portes. En écoutant aux portes? Quoi, c'était un espion? Non, mais une salle des marchés, c'est un énorme open space qui peut avoir la taille d'un terrain de football. Les traders communiquent parfois avec différents opérateurs de marché via des micros, un peu comme s'ils mettaient leurs correspondants sur haut-parleur. Du coup, tout le monde en profite. Et puis, il y a beaucoup d'informations qui sont plus ou moins hurlées à droite à gauche. Il y a souvent dans les salles des marchés un genre de brouhaha qui, si on tend l'oreille, est rempli d'informations utiles. Jérôme Kerviel restera assistant trader sur les produits financiers d'arbitrage pendant 2 ans, durant lesquels il travaillera avec une dizaine de traders et plusieurs autres assistants traders. En 2004, il passe sur l'activité du Delta One, et cette fois, au lieu d'être attaché à une famille de produits financiers, il se retrouve dédié à un produit bien spécifique, appelé Turbo Varan. Comme je te l'ai déjà dit dans l'épisode d'avant, pas vraiment besoin de se prendre la tête pour comprendre ce qu'est un Turbo Varan. Garde juste en tête mon histoire de vendeur de voitures. Ne s'occuper que d'un seul produit va lui permettre de se spécialiser et au bout d'une année, l'activité étant porteuse, son responsable va lui proposer de passer de l'autre côté de la barrière pour devenir trader. Et là, c'est trop la classe, si tu veux. Donc en 2005, Jérôme Kerviel devient officiellement market maker sur les Turbo Varan, donc vendeur de voitures d'occasion. Son objectif de résultat est fixé à 3 millions d'euros. Au départ, son activité se restreint à du pur market making, ce qui veut dire que toutes ces transactions sont couvertes, hedgées, donc pour chaque voiture achetée, il prend systématiquement une assurance. Mais petit à petit, il va se mettre à prendre des positions directionnelles. C'est quoi une position directionnelle? Ça reviendrait à acheter des voitures sans prendre d'assurance. Si tu achètes des actions dans l'espoir qu'elles montent pour que tu puisses les revendre plus cher ensuite, ça s'appelle une stratégie directionnelle. On dit aussi prendre une position directionnelle. Tu paries sur la direction que le marché va prendre. Mais attends, je croyais que Kerviel prenait toujours une assurance. Il n'est pas supposé avoir le droit de faire ça, si? Oui et non, c'est un petit peu flou tout ça. Il y a des passe-droits. Les market makers ont le droit de spéculer un peu de temps en temps. What?
Pour l'activité de Jérôme Kerviel, ça s'explique par le fait que le débouclage des couvertures peut prendre du temps après que le varan ait été désactivé. Alors là, tu aurais pu le dire en latin que ça aurait été pareil. Reprenons notre exemple des voitures. Parce que Jérôme Kerviel ne vend pas des voitures mais bien des turbo-varans, je vais être obligé de jouer un petit peu avec les règles de la physique. Dans le contrat d'achat des voitures que Jérôme Kerviel a rachetées à différents collectionneurs, il est écrit que tous les modèles peuvent disparaître si leur valeur passe en dessous d'un certain seuil, qui est évidemment différent pour chacun des modèles. Donc si le prix de la Citroën Saxo de tout à l'heure passe sous la barre des 500 € par exemple, elle disparaît du hangar de Kerviel. Ok, genre elle disparaît comme ça, comme par magie. Comme par magie. Par contre, toutes les Citroën Saxo du monde ne disparaissent pas, juste celles de Kerviel, celles qui sont dans son hangar. Or, comme toutes ces voitures sont assurées et que les assurances, elles, ne disparaissent pas, eh bien Jérôme Kerviel se retrouve avec des contrats d'assurance qui continuent de suivre les fluctuations de valeur de toutes les Citroën Saxo qui n'ont pas disparu. Pour en revenir au monde réel, les turbo-varans de Jérôme Kerviel disparaissent parfois sans laisser aucune trace, alors que pourtant la valeur des produits financiers qui ont servi d'assurance, et qu'il possède toujours, continue de fluctuer au gré des marchés. Et donc, s'il ne revend pas ses contrats d'assurance, il peut gagner ou perdre de l'argent quand les marchés bougent. Exactement, on dit qu'il porte une position directionnelle. La banque pourrait dans certains cas faire en sorte que les produits qui servent d'assurance se vendent automatiquement, dès que les turbo-varans disparaissent. Mais, parce que les traders sont des professionnels, eh bien les banques leur laissent la liberté de déboucler leur position, c'est-à-dire de vendre les produits qui les exposent au moment qu'ils estiment opportun. D'où le fait que certains traders puissent se retrouver avec des positions directionnelles. La banque le tolère parce que ça fait partie du boulot. Le problème, c'est que cette tolérance ne permet pas toujours de faire la différence entre un trader qui a une position directionnelle liée à son activité, comme on vient de l'expliquer, et un trader qui porte une position directionnelle parce qu'il spécule. Genre, il achète des actions juste comme ça parce qu'il pense que ça va monter. On dit aussi qu'il spiele, c'est un mot allemand qui veut dire jouer. Mais s'il achète des actions, il va se faire repérer, non ? Si les contrats d'assurance sont des produits dérivés, les actions, c'est pas la même chose, donc ça devrait se voir. Rappelle-toi de l'épisode sur les produits dérivés. On achète un produit financier quelconque, donc on parie dans un sens, puis on se sert d'un produit dérivé pour parier dans l'autre sens. C'est le hedge ou l'assurance. Finalement, comment déterminer le pari de son hedge? Une action s'assure avec un produit dérivé, mais de la même manière qu'un produit dérivé peut s'assurer avec une action ou avec un autre produit dérivé. Donc les actions peuvent tout à fait servir de hedge. Tout ce qui compte, c'est qu'elles bougent dans le sens inverse du pari principal. Oh la vache, c'est un sac de nœuds cette histoire. Donc finalement, puisqu'il y aura du directionnel quoi qu'il arrive, et que le lien avec l'activité est difficile à contrôler, eh bien le spiel, la spéculation, est toléré en salle des marchés, même pour un market maker. Cela dit, la banque fixe des limites. La limite directionnelle de l'activité Delta One était fixée à 125 millions d'euros. Ça veut dire que l'équipe de 8 traders dont faisait partie Jérôme Kerviel était autorisée à conserver des positions non assurées, non hedgées, qui, en les cumulant, ne pouvaient pas dépasser 125 millions d'euros. Mais 125 millions d'euros de quoi? De pertes? Non, 125 millions d'euros de nominal. Imagine une action qui coûte 50 €, tu aurais le droit d'en acheter 2,5 millions avant de dépasser la limite. Ça veut dire que le risque de perte est largement inférieur à 125 millions. Parce que si on imagine une bonne grosse baisse du marché action, genre moins 15%, tu ne perdrais que 15% de 125 millions. Donc seulement 19 millions d'euros. Seulement. À l'échelle de la banque, ça passe. Le trader responsable se ferait sûrement licencier, mais ça ne ferait pas forcément les gros titres. Dans la limite des 125 millions, on regroupe les positions directionnelles liées à l'activité et au spiel, puisque de toute façon, la banque n'arrive pas à faire la différence entre les deux. Mais ensuite, on précise aussi que ces positions doivent être intraday, c'est-à-dire que si tu te retrouves avec une position directionnelle dans la journée, quelle qu'en soit la raison, il faudra supprimer cette exposition d'ici la fin de la journée. Pas de spiel en overnight, c'est-à-dire qui court sur plusieurs jours. Et il y a aussi des limites de spiel qui sont fixées pour chaque trader. Mais tout ce qui est relatif à ces limites nominatives reste totalement informel. C'est écrit nulle part, ni dans un contrat, ni dans un email. Tu sais quoi? J'ai une chanson dans la tête là qui correspond parfaitement à ce que je pense. Ça sent mauvais dans l'air. Pas mal. En juillet 2005, Jérôme Kerviel remarque des mouvements de flux étranges sur certaines activités d'assurance. Des mouvements qu'il compare à ceux qu'un trader lui a rapporté avoir vus à la veille des attentats du 11 septembre 2001. Il prend alors une position... Hop, de quoi tu parles là? Des mouvements suspects à la veille du 11 septembre? Ça veut dire quoi ça? Il y a des gens qui ont parié sur la baisse des cours des compagnies aériennes à la veille du 11 septembre 2001. Et les volumes de ces paris semblent être anormalement élevés. Sérieux? Les faits sont avérés. En revanche, on ne sait pas bien expliquer pourquoi, hasard ou délit d'initié. Le fait est que, à l'été 2005, Jérôme Kerviel observe un truc qu'il estime être similaire, sauf que cette fois, ce ne sont pas des compagnies aériennes, mais des compagnies d'assurance qui sont visées. Du coup, il décide de suivre le mouvement et se porte vendeur d'actions Allianz, une grande société d'assurance, pour un montant de 15 millions d'euros, soit 15 fois plus que sa limite de spiel autorisée.
Comme l'action Allianz ne baisse pas immédiatement, Jérôme Kerviel va d'abord perdre de l'argent et décider de conserver sa position sur plusieurs jours, ce qui est interdit sans un accord de son supérieur qu'il ne demande pas. Pourquoi tu dis qu'il perd de l'argent tant que c'est pas vendu? C'est pas perdu? Alors en fait, Jérôme Kerviel a déjà vendu, il parie sur la baisse et il attend de pouvoir acheter. Donc c'est plutôt tant que c'est pas acheté, c'est pas perdu. Pourquoi tu compliques toujours tout? Reprenons. Jérôme Kerviel pense que l'action Allianz va baisser. Il décide donc de vendre autour de 160 000 actions pour 96 € l'action. Mais il les sort d'où ces actions? Il les emprunte à quelqu'un qui les a, moyennant finance évidemment. Ça s'appelle vendre à découvert ou shorter. Comme l'action Allianz ne baisse pas mais prend de la valeur, mettons qu'elle grimpe à 98 €, Kerviel peut calculer que s'il achetait maintenant, il perdrait autour de 320 000 €. C'est un résultat certes théorique, mais néanmoins une information très importante. En plus, pour chaque jour où il ne rend pas les actions empruntées, il paye des frais de location. Comme toi, si tu décides de garder ta voiture de loc une journée de plus, c'est pas gratuit. Le 7 juillet 2005, on parle de coupure de courant dans le métro de Londres. Ne sachant pas vraiment de quoi il s'agit, le marché baisse légèrement. Le responsable de Jérôme Kerviel, Alain, décide alors de spéculer sur la remontée des cours. Il parie à la hausse sur l'indice allemand de référence, le DAX. Pourquoi un indice allemand? Je crois que ça se passait à Londres. Parce que... j'en sais rien. Peut-être parce que le DAX avait baissé plus que les autres indices, alors du coup le boss de Kerviel a estimé que c'était en pariant là-dessus qu'il y avait plus de sous à se faire. Ah, comment je t'ai séché là-dessus? Bref, la dite coupure de courant est en réalité liée aux attentats de Londres. Au moment où la nouvelle tombe, les marchés baissent violemment et Jérôme Kerviel peut enfin acheter ses actions Allianz. Il peut déboucler sa position pour dégager un profit de 500 000 €, c'est-à-dire bien plus que ce que son responsable vient de perdre. C'est ouf ton histoire, le mec a gagné de l'argent à cause des attentats de Londres? Et ouais. Mais alors, comment ça se fait que personne n'ait rien vu? Comment Kerviel a réussi à parier aussi gros sans se faire prendre? Alors il a masqué ses positions spéculatives. En fait, c'est tout simple. Quand un trader vend 160 000 actions Allianz, il doit ensuite saisir cette transaction dans un système informatique, un genre de base de données. On appelle ça booker un trade. La contrepartie qui achète les actions va faire la même chose de son côté. Ensuite, les deux back-office, celui du trader et celui de la contrepartie, vont se contacter pour que le paiement ait lieu ainsi que la livraison des actions. Pour masquer sa vente d'actions Allianz, Jérôme Kerviel a simplement saisi dans le système informatique une autre transaction allant au sens contraire, donc un achat de 160 000 actions. Attends, moi j'avais compris qu'il avait attendu plusieurs jours avant d'acheter les actions. Oui, la saisie dont je te parle est complètement fictive, c'est une fausse transaction. Le back-office n'arrivera jamais à contacter la contrepartie, le paiement n'aura jamais lieu, la livraison non plus. Mais alors quel intérêt? Eh bien l'intérêt c'est que cette fausse transaction peut rester dans les systèmes pendant plusieurs jours, voire semaines, avant que quelqu'un ne se rende compte qu'il s'agit d'un faux. Et pendant ce temps-là, la position de Jérôme Kerviel sur l'action Allianz reste à 0. D'après la base de données, il a emprunté des actions, les a vendues, puis les a achetées et rendues. Il n'y a donc pas de position directionnelle, pas de spiel. Sauf qu'évidemment, les deux dernières entrées dans la base de données sont mensongères, elles sont fausses. Tu te moques de moi, ça peut pas être aussi simple. Alors il y a 2-3 variantes, il faut parfois changer la contrepartie, annuler une transaction fictive au bout de quelques jours pour ensuite la remplacer par une autre, mais dans l'idée, c'est pas plus compliqué que ça. Avec cette méthode, Jérôme Kerviel a masqué ses positions réelles pendant des mois, mais je vais y revenir. Le responsable de Jérôme Kerviel a donc découvert que son trader junior a porté une position directionnelle sur plusieurs jours, sans en avertir personne, en violant sa limite d'exposition, et pas qu'un peu, je te rappelle qu'il a engagé 15 millions d'euros alors que sa limite était fixée à 1 million, et en saisissant des opérations fictives dans la base de données. Et du coup, comment son boss a réussi à trouver les opérations fictives? Alors en fait, il l'a pas vu. Jérôme Kerviel lui a simplement expliqué qu'il avait pris des positions directionnelles sur plusieurs jours, mais il n'a pas précisé qu'il les avait masquées. Et puis après tout, Kerviel avait spéculé à hauteur de 15 millions d'euros, soit environ 1/8 de l'exposition autorisée pour toute l'activité. Donc a priori, il n'y avait pas de raison de suspecter qu'il y ait eu besoin de camoufler quoi que ce soit. Enfin quand même, c'est chaud là. Et le gars, il n'est pas viré du coup. Non, il essuie quelques remontrances de la part de ses deux responsables directs, cela dit, il conserve son poste et sa limite de spiel est augmentée, elle passe de 1 million à 5 millions d'euros. De quoi? Ses responsables estiment à ce moment-là qu'il mérite une seconde chance. Pour ce qui est de la limite, malgré la violation des règles, Kerviel vient de rapporter 500 000 € à sa banque. Donc voilà. Pour l'année 2005, le résultat de Jérôme Kerviel est de 5 millions d'euros contre un objectif de 3 millions. En 2006, son objectif est donc porté à 5 millions d'euros et son résultat sera de 12 millions. Jérôme Kerviel estime à ce moment-là que les 3/4 de ce dernier sont dus à des positions directionnelles, autrement dit des positions spéculatives, des spiels, dont les montants en nominal oscillaient entre 15 et 20 millions d'euros. Alors attends, ces boss ont encore augmenté sa limite? Je croyais que c'était 5 millions maximum. Non, Jérôme Kerviel persiste à frauder en utilisant la même méthode que pour Allianz. Il masque ses spiels avec des opérations fictives, avec des fausses transactions entrées dans la base de données, et ses responsables ne voient rien. Mais alors, Kerviel pète tous les scores en termes de résultats et ses boss se doutent pas qu'il y a un problème. Les boss de Kerviel justifient l'augmentation de son résultat par une augmentation de l'activité sur son périmètre. Pour eux, le résultat du trader n'a rien d'anormal. Les turbo-varants dont il est responsable sont de plus en plus populaires, donc il rapporte plus d'argent.
Une version pas hyper probable qui est d'ailleurs remise en question par l'audit interne de la banque qui a eu lieu après la fraude de 2008. Ça s'appelle la mission Green. À partir de l'année 2007, alors qu'il change de responsable, Jérôme Kerviel se voit attribuer une nouvelle responsabilité. En plus de son activité de market maker, il devient également arbitragiste. Tu te rappelles de la différence? Ouais, market maker égale vendeur de voitures d'occasion pour des collectionneurs, toujours avec une assurance, et arbitragiste égale essaye de niquer la concurrence avec, je me rappelle plus trop quoi, mais des trucs de spéculation. Oui, c'est ça. Donc à partir de 2007, grâce à cette nouvelle casquette d'arbitragiste, Jérôme Kerviel va avoir accès à d'autres produits financiers qui vont lui permettre de jouer encore plus gros et de surfer sur les premières vagues causées par la crise des subprimes. Au début de l'année 2007, il parie sur une baisse généralisée des marchés et prend des positions dont le nominal atteint 1 à 2 milliards d'euros. Ce spiel, une fois débouclé, rapporte à la banque 28 millions d'euros. Genre plus de 2 fois son objectif de résultat. Et tout le monde doit bien se rendre compte qu'il y a un problème là, c'est sûr. Non, parce que Kerviel peut également masquer son résultat via la saisie de transactions fictives. La technique est exactement la même que celle que je t'ai expliquée plus tôt. Il suffit de saisir une fausse transaction qui fait perdre de l'argent à la banque. Ça permet en quelque sorte à Jérôme Kerviel de choisir ce que ses responsables constateront comme étant son résultat. Mais attends, les 28 millions, ils sont bien réels, la banque les a gagnés. Comment est-ce que personne ne peut se rendre compte de ça? Regarde, comment est-ce que tu fais pour savoir combien de sous il te reste sur ton compte? Je vais voir mon relevé bancaire. Et est-ce que tu vérifies ligne à ligne que toutes les dépenses que ta banque a enregistrées en débit sont bien des achats que tu as réellement effectués? Et si un petit malin avait rajouté une fausse dépense, est-ce que tu la verrais? Oui monsieur, je vérifie tout ligne à ligne. Il n'y a pas moyen qu'un petit pirate me la fasse à l'envers. D'accord, tu me prends un petit peu au dépourvu là. Ok, imagine que tu es le chef d'une entreprise avec des milliers d'employés et que ce sont ces employés qui font les dépenses pour toi. Comment est-ce que tu vas réussir à savoir si une dépense est fausse? Bah, il suffit de faire l'inventaire. Hein. S'il y a une dépense de 10 tomates, je vais compter le nombre de tomates et vérifier qu'il y en a bien 10. Ok, mais si le problème c'est pas la quantité mais le prix des tomates, tu vas vérifier ça aussi? Ouais, ça commence à devenir compliqué, mais oui. Et est-ce que tu es sûr que tu vas jamais faire une seule erreur? Est-ce que tu crois que tu vas réussir à repérer tous les faux prix, toutes les fausses quantités pour des milliers de transactions? Ok, peut-être pas. Il suffit d'une seule fausse transaction. Si une ligne indique que tu as dépensé 20 alors que la dépense réelle a été de 10, alors le solde de ton compte est faux. C'est le même principe pour la Société Générale. Kerviel entre de fausses transactions qui disent que la banque a perdu des sous. Si la banque ne les repère pas, elle fera confiance au solde de son compte. Et rappelle-toi de ce que je t'avais expliqué. Les personnes qui travaillent au back-office et au middle-office, donc qui vérifient les dépenses, n'ont pas une vision claire de ce qui se passe au front-office, au centre d'achat si tu préfères. Leur responsabilité couvre parfois plusieurs activités, sans pour autant n'en couvrir aucune complètement. Les seuls à savoir et à comprendre ce qui se passe sont au front-office, mais eux, ils ne vérifient pas les transactions. Ils font confiance à une base de données dans laquelle il y a de faux achats et de fausses ventes. Non mais c'est pas possible, je peux pas croire que personne n'ait rien vu. Et c'est là toute la complexité de cette affaire. Il existe effectivement plusieurs analyses effectuées par différents services de la banque qui auraient pu, ou auraient dû, c'est selon, mettre la puce à l'oreille des managers de Kerviel. Si tu veux en savoir plus là-dessus, je t'ai mis tout plein de liens dans la description. En mars 2007, Jérôme Kerviel va engager jusqu'à 30 milliards d'euros sur deux grands indices européens que sont le DAX et l'Eurostoxx. Il utilise des produits dérivés, donc des paris pour y arriver, et il mise sur la baisse. Il spécule sur le fait que la crise des subprimes impactera très bientôt le monde de la finance. Cette position sera perdante pendant près de 4 mois, atteignant une perte théorique de 2,5 milliards d'euros, mais au mois de juillet, alors que le marché se retourne, Jérôme Kerviel parvient à déboucler sa position, donc à vendre les produits dérivés qu'il avait achetés, et il gagne 500 millions d'euros. Il va alors reprendre une position vendeuse de 30 milliards au mois d'octobre pour la déboucler au mois de novembre et gagner 1 milliard d'euros. En tout, sur l'année 2007, Jérôme Kerviel a fait gagner à la Société Générale 1,5 milliard d'euros. 1,5 milliard qui sont bien réels et qui apparaissent dans la trésorerie de la banque. Non mais alors là, la banque doit bien les voir, les 1,5 milliard. Non, c'est toujours pareil. La banque regarde le solde de tous ses comptes et elle ne voit rien de particulier à cause des fausses transactions qui réduisent le total. Mais on peut quand même compter les billets, non? Tu crois vraiment que l'argent gagné par la Société Générale se trouve dans un coffre quelque part? Tout cet argent est virtuel, comme les sous qui sont sur ton compte. Je te rappelle que 90% de la monnaie est électronique. Ok, mais alors autre truc. Si Kerviel achète pour 30 milliards d'euros de produits financiers, il faut bien que la banque paye ces 30 milliards. Et après, quand Kerviel va revendre tout ça, la banque va recevoir 31,5 milliards. Même si ces flux sont électroniques, ils sont quand même énormes. Comment est-ce que personne ne peut se rendre compte de ça? Parce que la banque n'a jamais payé 30 milliards. Jérôme Kerviel utilisait des produits dérivés, plus précisément des contrats futurs. Et donc il bénéficiait d'un effet de levier. Imagine que Kerviel mise 30 milliards sur un indice boursier qui affiche 4000 points au moment du pari. Pour l'instant, rien ne rentre ni ne sort des comptes de la banque. Le lendemain, si l'indice affiche 3900 points, ce qui correspond à une baisse de 2,5%, alors là, la Société Générale doit payer 2,5% de 30 milliards. Donc 750 millions d'euros.
Et si le jour d'après l'indice remonte à 3950 points, alors la banque récupère 375 millions d'euros. Tu vois bien que dans cet exemple, les 30 milliards qui ont été misés ne sont jamais sortis des caisses de la banque. Seuls les gains ou les pertes rentrent ou sortent. Ouais, mais alors du coup 750 millions c'est quand même beaucoup. Bah à l'échelle de l'ensemble des activités financières de la banque, pas tant que ça. Je précise que dans l'exemple que je viens de te donner, j'ai simplifié un petit peu les choses, je t'ai parlé des gains et des pertes qui rentrent et sortent, c'est ce qu'on appelle les appels de marge, et je t'ai pas parlé des dépôts de garantie. C'est un paiement supplémentaire qui se fait au moment du pari, mais je ne veux pas complexifier inutilement les choses. L'idée reste la même. Kerviel parie 30 milliards, mais cette somme n'a jamais besoin de sortir des comptes de la banque. Bon alors du coup tu as dit qu'il avait gagné 1,5 milliard, mais moi je croyais qu'il en avait perdu 5. On y arrive. Pour l'année 2007, via différentes transactions fictives, Jérôme Kerviel déclare un résultat de 55 millions d'euros contre les 12 millions qui étaient son objectif. Il garde donc sous le tapis, ou il cache, si tu préfères, la quasi-totalité des 1,5 milliard qu'il a gagnés. Son idée, c'est de remettre en jeu cette somme en 2008. Cette fois, il estime que les banques centrales vont agir pour limiter l'impact de la crise des subprimes, et donc il pense que les marchés vont remonter. Il prend alors des paris à la hausse pour un montant de 50 milliards d'euros. 50 milliards? Il pète un câble alors. D'après le modèle statistique qu'il utilise, le marché a très peu de chances de gagner ou de perdre plus de 3%. Or, 3% de 50 milliards, ça fait 1,5 milliard d'euros, ce qui est justement la somme qu'il a gagnée en 2007 et qu'il a planqué. Donc il se dit que dans le pire des cas, il ne perdra que ce qu'il a déjà gagné. Et évidemment, il se plante complètement. La crise des subprimes engendre des mouvements très importants qui sortent du cadre du modèle statistique qu'il a employé, et aux alentours du 16 janvier 2008, Kerviel est à l'équilibre. Les 1,5 milliard qu'il a gagnés en 2007 viennent d'être perdus en quelques jours. À ce moment-là, il a deux options possibles. Soit stopper le pari en cours et s'en sortir indemne, dans le sens où la perte de 2008 est complètement compensée par le gain de 2007, soit maintenir le pari et espérer que les marchés remontent. Ah mais il est trop con là, faut tout stopper là, c'est sûr. Premièrement, une position aussi lourde ne peut pas se déboucler en un seul jour. Et deuxièmement, la fraude sera découverte entre le 19 et le 20 janvier. Kerviel ne reviendra donc pas travailler le lundi 21, ce qui ne lui aura laissé que 2 jours pour agir. Cela dit, entre le 16 et le 18, Jérôme Kerviel n'a visiblement pas cherché à réduire son exposition. Ouais, enfin bon, vous pouvez pas prévoir qu'il allait pas revenir bosser le 21 quoi. Difficile à dire. À ce moment-là, il y avait déjà une enquête interne qui avançait à grands pas et Jérôme Kerviel le savait très bien. Il savait qu'il n'allait pas pouvoir cacher sa fraude encore bien longtemps. Cela dit, le trader déclare dans son livre que ses positions n'étaient pas encore perdantes le vendredi 18 janvier, ce que les chiffres fournis par la Société Générale semblent contredire. Le vendredi soir, les marchés avaient déjà baissé de plus de 3%. Ok bon, il est repéré pendant le week-end. Et après ? Dès le lundi, la banque mandate un trader expérimenté pour déboucler les opérations de Jérôme Kerviel, donc vendre tous les produits dérivés qu'il avait accumulés, ou sortir des paris si tu préfères. Une fois l'opération terminée, les marchés sont 13% plus bas que quand Kerviel avait lancé ses paris. Autrement dit, la banque vient de perdre 6,5 milliards d'euros. Tout confondu, les positions de Kerviel auront fait perdre à la Société Générale 5 milliards. De quoi? Mais attends, c'est quoi ce bordel? Un jour Kerviel était à l'équilibre et le lendemain matin, la Société Générale perd 6,5 milliards. Alors le débouclage de la position s'est pour la plupart effectué sur 3 jours, du 21 au 23 janvier 2008, et sur 3 indices principaux que sont le DAX, l'Eurostoxx et le FTSE. Il se trouve que le lundi 21 janvier était un jour férié aux États-Unis. Les investisseurs américains n'étaient donc pas présents sur les marchés ce jour-là, ce qui a limité la liquidité. Imagine les marchés financiers comme un genre de salle d'enchères. Plus la salle est remplie, plus tu as des chances de trouver preneur pour ce que tu veux vendre, sans avoir besoin de trop baisser le prix. La Société Générale aurait donc anormalement fait gonfler l'offre, alors même que la salle d'enchères était moins pleine que d'habitude vu que les Américains n'y étaient pas. Qu'est-ce que tu veux dire? La SG a merdé? Elle aurait pas dû vendre à ce moment-là? Peut-être que la Société Générale n'a pas choisi le moment opportun pour déboucler les positions de Jérôme Kerviel. La banque se défend de cette accusation en disant qu'elle a toujours veillé à ne jamais dépasser 10% du volume total sur la journée. Ça veut dire que si l'offre était bien supérieure à la demande, l'Eurostoxx a quand même baissé de plus de 14% sur la journée et le DAX 7%, et bien dans le pire des cas, la Société Générale ne représentait que 10% de cette offre. Ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'elle n'a pas précipité la chute, mais qui montre qu'elle a quand même pris des précautions. Mais on ne peut pas faire une espèce d'analyse pour vérifier si c'est vrai ou pas? Non, pas vraiment. D'abord, l'analyse serait extrêmement complexe parce que tous les ordres boursiers s'influencent les uns les autres. Donc il est très difficile de savoir ce qui se serait passé si la Société Générale avait attendu un jour de plus. Mais il faut aussi se replacer dans le contexte du moment. La crise des subprimes est en train de commencer ses ravages. La Banque de France a ordonné à toutes les grandes banques françaises de fournir un état des lieux détaillé de leur position face aux produits spéculatifs que sont les subprimes. Personne ne sait comment la crise naissante va impacter les marchés. En plus, la position de Jérôme Kerviel, 50 milliards d'euros, est presque 2 fois supérieure au montant des fonds propres de la banque à cette époque. C'est quoi des fonds propres?
Disons que c'est le maximum d'argent que la banque peut perdre avant de déposer le bilan. 30 milliards d'euros, c'est 60% de 50 milliards. Ça veut dire que pour que l'exposition de Kerviel fasse perdre à la banque la totalité de ses fonds propres, il aurait fallu que les marchés chutent de près de 60% en quelques jours, ce qui paraît quand même très peu probable. Sauf que, encore une fois, on est à la veille d'une crise majeure et la Société Générale doit aussi prendre en compte l'exposition de tous ces autres traders, notamment ceux qui gèrent les fameux produits subprime, qui perdent de la valeur à vitesse grand V. Peut-être que si la fraude avait été repérée et gérée par des spécialistes du trading, ceux-ci auraient pu garder la tête froide et déboucler les positions sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. À la louche, on peut penser que la Société Générale aurait peut-être pu limiter la casse et ne perdre que 3 milliards au lieu de 5. Cela dit, 1. C'est toujours facile de regarder le scénario le plus favorable une fois l'effet produit, ça s'appelle du back trading. Quand on est confronté à la réalité et au fait qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, c'est quand même beaucoup plus complexe. Et 2. Cela aurait supposé que la Société Générale garde le secret de son exposition pendant plusieurs semaines, alors que la banque était désormais au courant qu'elle ne respectait plus certains ratios qui devaient être rendus publics. Ouais, ok, bon, je vois, c'est compliqué quoi. Et comment la Société Générale s'est aperçue de la fraude finalement ? Grâce au calcul d'un ratio bien particulier qui s'appelle le ratio Cook et qui dit que les fonds propres d'une banque doivent correspondre à au moins 8% de la valeur de ses actifs financiers. Alors je ne rentre pas trop dans le détail, mais en gros l'opération fictive de Jérôme Kerviel pour masquer son résultat positif de 1,5 milliard de 2007 était pris en compte dans le calcul et faisait exploser le ratio. C'est ce qui a mené à la mise en place d'une enquête interne qui a fini par mettre à jour la fraude. Attends, et les 50 milliards, eux ils n'étaient pas dans le calcul ? Non, parce que le ratio Cook se calcule une fois par an au moment de l'arrêté comptable de fin d'année. Donc il ne prend en compte que les positions en place à la fin de l'année 2007. Or les 50 milliards datent de janvier 2008, donc ils n'étaient pas dedans. Ça alors, tu veux dire que Kerviel s'est pas fait gauler à cause de ses paris de la mort, ni à cause de ses pertes, il s'est fait avoir à cause d'une opération fictive qui masquait un gain de 1,5 milliard ? Exactement. Je me demande à qui ça doit foutre le plus les boules, Kerviel ou les boss de l'ASG. Bon alors maintenant la question qui tue, la Société Générale savait ou pas ? Alors, il y a deux thèses qui s'affrontent. Jérôme Kerviel a toujours reconnu les faits. Oui, il a entré de fausses transactions dans la base de données. Oui, il a parfois justifié ces fausses transactions par de faux emails dans lesquels il se faisait carrément passer pour des clients de la banque. Oui, il a menti à différents services de contrôle de la banque et oui, il a engagé des sommes folles sur les marchés financiers. Ce dont Jérôme Kerviel se défend, c'est d'avoir été la seule personne au courant de ses activités. Selon lui, certains de ses managers savaient ce qu'ils faisaient et l'encourageaient à le faire. Tout simplement parce que ces fraudes étaient extrêmement payantes pour la banque. Or, quand une activité de trading gagne beaucoup d'argent, les traders touchent un bonus, mais les chefs des traders touchent souvent un bonus encore plus gros. Ouais, mais du coup, donc Kerviel aurait pu faire aussi ça pour toucher un gros bonus, non ? C'est la thèse défendue par la Société Générale. Les responsables du trader ne savaient pas, Jérôme Kerviel a agi seul dans le but de s'enrichir personnellement. Non pas en détournant les fonds de la banque, mais en essayant de gonfler son résultat dans le but de toucher une prime d'intéressement qui, dans le monde de la finance, se nomme un bonus. Et du coup, qui a raison ? Eh bien, là aussi, c'est compliqué. La justice a donné raison à la Société Générale en 2010 et en 2012, lors du procès en première instance et de l'appel. Les deux jugements ont complètement dédouané la Société Générale de toute responsabilité. Jérôme Kerviel a été condamné à faire de la prison et à rembourser les 5 milliards qu'il avait fait perdre à la banque. Mais en 2014, la Cour de cassation a annulé les dommages et intérêts de 5 milliards en pointant du doigt le fait que les contrôles de la banque étaient défaillants et que donc Jérôme Kerviel ne pouvait pas être considéré comme le seul responsable. Finalement, en septembre 2016, la Cour d'appel de Versailles a jugé Jérôme Kerviel partiellement responsable de la perte à hauteur de 1 million d'euros contre les 5 milliards perdus. Attends, donc ça veut dire que le dernier jugement dit que la Société Générale est responsable de la perte à hauteur de 4,999 milliards ? C'est ça. La justice ne dit pas que la Société Générale savait, elle dit que la banque aurait dû savoir et que ses contrôles étaient complètement défaillants. Mais l'affaire Kerviel ne s'arrête pas là. La policière de la brigade financière qui a été en charge de l'enquête sur Jérôme Kerviel, autrefois persuadée de sa culpabilité, affirme aujourd'hui que la Société Générale l'a instrumentalisé pour que ses conclusions aillent dans le sens de la banque. Pour le moment, on n'en sait pas beaucoup plus. L'autre développement récent concerne un cadeau fiscal de 2,2 milliards d'euros accordé par le gouvernement Sarkozy à la Société Générale en 2008. Il semble qu'en cas de fraude, une entreprise a le droit de toucher une aide de l'État correspondant à 1/3 du montant de la fraude. Cela dit, le Conseil d'État prévoit que cette aide ne peut être accordée que s'il est prouvé que l'entreprise n'a pas de responsabilité dans l'affaire. Autrement dit, le fraudeur a agi sans que sa hiérarchie n'en sache rien et les systèmes de contrôle n'étaient pas défaillants. Or, dans le cas de l'affaire Kerviel, le dernier jugement rendu par la Cour d'appel de Versailles, qui donc met en évidence les défaillances des systèmes de contrôle, semble indiquer que le cadeau fiscal n'était en fait pas justifié. En plus, le cadeau fiscal a été accordé en 2008, alors que le premier jugement n'a été rendu qu'en 2010. Ah ouais, donc en fait l'affaire Kerviel n'est pas du tout terminée quoi. Il semblerait effectivement qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Résumons donc un petit peu tout ça.
Jérôme Kerviel n'a jamais piraté aucun système, ce n'est pas un génie de l'informatique. Oui, il a travaillé au middle office de la banque, ce qui lui a permis d'acquérir une certaine connaissance pour ensuite pouvoir frauder, mentir, saisir de fausses transactions, etc. Cela dit, comme on l'a vu, les méthodes qu'il a employées sont relativement simples à mettre en place. Certes, elles nécessitent de comprendre la manière dont les systèmes fonctionnent, mais encore une fois, il ne s'agit pas d'une compréhension technique au sens informatique du terme. Jérôme Kerviel savait comment fonctionnait toute la machine administrative qui se mettait en mouvement à chaque fois qu'il cliquait sur un bouton pour acheter ou vendre un produit financier. Et si la Société Générale met en avant le fait que son trader connaissait parfaitement tous ces mécanismes, ce qui lui a permis de frauder, eh bien la défense de Jérôme Kerviel pointe du doigt le fait que cette connaissance n'a rien d'anormal. Et qu'au contraire, c'est la méconnaissance de ces mécanismes par la hiérarchie de Jérôme Kerviel qui est le véritable problème. Jérôme Kerviel est devenu trader en 2005. Il a commencé à frauder dès le mois de juillet de cette même année. Et il a utilisé son système de transactions fictives entre 2005 et 2007 sans jamais trop être inquiété. C'est en 2007 qu'il s'est mis à jouer avec des sommes colossales, 30 milliards environ, pour rapporter à la banque presque 1,5 milliard d'euros. Et puis en 2008, il a remis en jeu cette somme via un pari encore plus démentiel de 50 milliards. Alors il faut bien comprendre que les 30 et 50 milliards sont jamais sortis des caisses de la banque. Les produits dérivés que Jérôme Kerviel utilisait ne l'obligeaient qu'à décaisser les pertes et à encaisser les gains. La fraude a été repérée par les contrôles de la banque au mois de janvier 2008 à cause du calcul d'un ratio qui prenait en compte une opération fictive saisie dans le seul but de masquer le gain de 2007, celui de 1,5 milliard. La réaction de la banque a ensuite été très rapide, Jérôme Kerviel n'est plus revenu travailler et c'est un autre trader qui s'est chargé de déboucler, de se débarrasser des paris initiés par Jérôme Kerviel, ce qui aura engendré une perte de 6,5 milliards d'euros. En additionnant le gain de 2007 et la perte de 2008, on tombe sur le montant total de la perte, 5 milliards. Jérôme Kerviel a toujours reconnu les faits qui lui étaient reprochés, mais il a aussi toujours nié avoir agi sans que ses responsables ne soient au courant, ce que la Société Générale a de son côté toujours démenti. La justice a donné raison à la Société Générale à 2 reprises, en 2010 et en 2012, mais le dernier jugement rendu par la Cour d'appel de Versailles a renversé la donne. Aujourd'hui, c'est bien la Société Générale qui porte la majeure partie de la responsabilité. Ce dernier jugement ne marque probablement pas la fin de l'affaire Kerviel. D'abord parce que la policière qui a été en charge de l'enquête à partir de 2008 affirme aujourd'hui avoir été instrumentalisée par la Société Générale, et également à cause du cadeau fiscal de 2,2 milliards accordé à la banque en 2008 qui semble aujourd'hui injustifié. Encore un long épisode, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, décidément, j'arrive pas à faire court, je suis désolé. Cette affaire Kerviel est bourrée de petits détails techniques passionnants, j'ai pas pu me résoudre à ne pas en évoquer certains, cela dit, j'en ai quand même passé un bon paquet sous silence. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille le bouquin de Jérôme Kerviel, L'Engrenage, ainsi que le film qui est basé sur ce livre, L'Outsider, qui est pas mal foutu, même si j'ai trouvé que les phases de stress en salle des marchés montrées dans le film étaient quand même un petit peu exagérées. Je vous rappelle qu'il s'agit de la version de Jérôme Kerviel. Si vous voulez la version de la Société Générale, il y a un rapport d'audit interne qui s'appelle la Mission Green, que je vous ai mis dans la description et qui est vraiment pas mal à lire. Je vous ai également mis les comptes rendus des différentes décisions de justice qui sont aussi très intéressantes à lire. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo, à liker, à commenter. Mille merci aux tipeurs qui continuent de me soutenir. J'arrive pas encore à vivre de vos dons, mais chaque euro m'aide à tenir encore un petit peu plus longtemps et c'est vraiment super cool. Merci encore d'avoir regardé cet épisode et à bientôt pour une prochaine vidéo.